Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue pour ce troisième épisode du 9-10, troisième rendez-vous, c'est notre troisième lundi où on vous donne ce rendez-vous d'une heure où on va parcourir la planète Hello. Je vois qu'il y a déjà du monde dans le chat, je vois que ça va déjà chauffer très fort pour Baptiste. Allez, on va être bien, on va être bien. Voilà, donc troisième rendez-vous, on va passer une heure ensemble à parcourir la planète lucarne opposée, hein, les Amériques nord, centrale et sud, Afrique et Asie. Vous allez voir aujourd'hui avec une grosse part asiatique. Avant de se lancer, je vais juste accueillir ceux qui vont m'accompagner. Je vais commencer par ceux que l'on ne va pas voir. Et ensuite, on finira par celui dont vous voyez la tête là, juste à côté de moi, là, ici. On va commencer par ceux qui vont nous accompagner. Je vais saluer Gaël qui va nous parler Japon aujourd'hui. Salut Gaël. Salut, salut, ravi de joindre la team. Eh ben ouais, écoute, c'est vrai que c'est ta première en son sur Bah ouais, ouais, avec ouais, nous. ouais. Deuxième personne qui va nous accompagner, elle est en Afrique. Elle, elle est pas en Afrique. Elle va nous parler de l'Afrique. Elle est plus en Afrique. Je pense qu'il a envie d'y retourner assez rapidement. C'est Pierre-Marie. Salut PM. Ouais, bonsoir à tous. Ouais, non, effectivement, plus en Afrique. Bon, c'est pas encore le programme pour le retour n'est pas encore fait, mais bon, on sait jamais. Ouais. Je touche du bois et je garde espoir. Ouais. Avec toi, on sait jamais. Ouais, on sait jamais. On sait jamais. Et le troisième qui va être avec nous, parce qu'il va y avoir un gros dossier sur la Chine, c'est Seb, c'est Sébastien Lucas. Salut Seb. Salut Nico, ça fait plaisir de revenir. Première fois sur Twitch. Ouais, Et effectivement, ça va parler de pas mal de trucs de la Chine. ouais, il y a C'est le beaucoup. bordel. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire et puis c'est ce qui va être intéressant aussi, c'est que on le sait, puis toi t'es très habitué à cela. Il y a aussi quand même pas mal de mythes et de légendes aussi autour du football chinois depuis ces dernières années, donc on va pouvoir tranquillement parler de tout cela. Et donc je le disais, je vais être accompagné aujourd'hui à l'animation avec le bot coréen de Lucarne Opposé. Donc attention, vous allez faire un bot coréen, méfiez-vous. Baptiste Morigal, salut Baptiste. Salut Nico, salut à tous et salut au chat. D'ailleurs, je suis triste, il en manque certains que j'avais vus la semaine dernière et voilà. Je pourrais même pas être vanné comme il se doit. C'est triste. T'inquiète pas, ils vont peut-être arriver, ils vont peut-être arriver. Je vais en profiter. Tiens, tu évoques le chat, j'ai vu que Max Lard était là. J'ai oublié de te remercier pardon, pour les 200 bits qui sont tombés sur le gong la semaine dernière au moment où je coupais le micro. Donc merci à toi pour ton soutien. Et puis écoute, on va pouvoir se lancer. Baptiste, je vais te laisser nous donner le sommaire de cette émission. Non, ce n'est pas un robot. Écoutez-le, il va vous donner le sommaire de l'émission. Aujourd'hui, on a un petit sommaire très asiatique comme vous avez pu le comprendre. On va commencer par les news de la semaine et ensuite on enchaînera assez rapidement sur le dossier spécial foot chinois. Où va le football chinois? On enchaînera avec le joueur de la semaine, Yuma Suzuki. Le maillot de la semaine, la Corée du Sud. Et enfin, on passera au Golazo Hello. Et pour finir, les petits rendez-vous du week-end. Ouais, exactement. Et ben écoutez, si tout le monde est prêt, si tout le monde est confortablement installé, je vois que vous êtes déjà là dans le chat. On va pouvoir y aller, c'est parti, on va lancer avec donc les news de la semaine. Et on va commencer donc ces news de la semaine. On va commencer en Afrique avec PM. Pierre-Marie, ce week-end, il y avait la 7e journée du championnat au Ghana et qui a été l'occasion du retour d'une légende. Ça va peut-être parler à certaines personnes. On va voir s'il y a des gens qui ont la mémoire. Normalement, sur ce joueur-là, on a de la mémoire. Une légende qui est revenue au pays lors de ce qui s'appelle le Super Clash, hein, c'est ça, entre Hearts of Oak et la Santé Kototo, n'est-ce pas, PM? Ouais, alors je me permets juste une toute petite rectification. On est à la 17e journée. Du Tu coup, peux. c'était les phases retour. Non, tu m'as mis le doute. J'ai J'avais le vérifié, mais 7. c'était bien 17. Je l'avais noté et en cas, je voulais en être sûr. Mais du coup, ouais, donc on est plutôt parti sur les phases retour. Et donc effectivement, c'est le super clash, le grand match du Ghana entre Lords of Oak de Accra contre les Asante Kotoko de Kumasi. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu c'est là que je suis pas encore bien rodé, hein, mais ça aurait pu faire partie des rendez-vous de la semaine dernière. On Donc, en oublie, on en oublie forcément, hein, des rendez-vous. ouais, c'est un peu dommage, mais je Ouais. vais, je vais faire en sorte d'être un petit peu plus attentif et vigilant pour la prochaine fois pour pouvoir annoncer les matchs un peu comme ça, un peu intéressants du continent pour que vous puissiez
organiser votre week-end suivant. Donc, ouais, effectivement, donc on avait eu droit à ce super clash entre le premier et le huitième. Outre le côté un petit peu sportif, même si ça reste encore un grand match, il y avait surtout, comme tu l'as dit, la présence d'un ancien Black Star, donc d'un international de 37 ans qui a pas mal bourlingué du côté de l'Italie, qui a beaucoup joué en Serie A, dans des grandes équipes. On va arrêter le suspense tout de suite, parce que c'est pas non plus Maradona ou Pelé, c'est Souley Muntari. Donc 150 matchs avec Udinese, 97 avec l'Inter Milan, 83 avec le Milan, qui depuis le début du mois a rejoint l'équipe de Hearts of Oak donc au Ghana et est parti pour un contrat de 6 mois et donc pour jouer la phase retour du championnat. C'est quand même c'est assez intéressant parce que c'est un joueur qui est parti de chez lui à 17 ans. Pour rejoindre donc l'Udinese et qui a, après une carrière de 17 ans en Europe, décide de retourner chez lui, partager son expérience, partager donc son expérience internationale, mais son expérience aussi européenne aux joueurs de son équipe, mais également aux autres du championnat. C'est quand même c'est intéressant de le noter parce que si les retours sont quelque chose d'assez fréquent en Amérique du Sud, en Afrique c'est beaucoup moins le cas. Et c'était l'occasion de mettre un petit peu l'œil dessus, enfin le doigt dessus, pardon, avec voilà, un joueur de 84 sélections, c'est pas anodin et c'est très intéressant. Et en soi, sa performance, ses performances, c'est sûr, on s'attend pas à des miracles d'un joueur de cet âge-là, surtout 37 ans. 37 ans officiels, peut-être 2-3 ans de plus, on ne sait pas trop, mais bon, ça commence à faire des années au compteur. Et malgré tout, voilà, c'est un joueur qui a pris ses responsabilités et qui a décidé de transmettre le flambeau à ses jeunes frères. Et vraiment, c'est un truc intéressant. Ça a permis de mettre de la lumière un petit peu sur le championnat ghanéen parce que c'est pas tout le temps que ça, c'est rare quand ça arrive. Et du coup, ça a donné une saveur un petit peu plus particulière à ce super clash. Et en fait, c'était aussi l'occasion pour moi de rebondir sur un autre joueur qui a passé pas mal de temps en Europe, mais là, du coup, qui est plus du côté du Bénin que du Ghana. C'est un nom qui va vous parler aussi, j'espère autant que Souley Muntari, c'est Stéphane Sessegnon, qui du coup a 37 ans. C'est intéressant quand même parce qu'ils ont le même âge. Après 17 ans de carrière en Europe, ça aussi, on retrouve un parallèle assez intéressant et très fortement pressenti du côté du côté du Bénin, du côté de Coton FC à Ouidah très précisément pour lui jouer la Super League. Donc le Bénin a déjà joué la première phase de son championnat qui se joue en régional et du coup la Super League c'est le championnat qui va rassembler les meilleures équipes de chaque région et donc on espère, c'est pas encore signé, ça se murmure très fort mais pour l'instant encore rien d'officiel. Lui, il avait été annoncé parce qu'en fait, comme Muntari aussi, c'est marrant parce que Muntari, lui, il était en Segunda à Albacete en Espagne. Et puis il a arrêté, lui, il a eu un an et demi sans jouer. Sessegnon, ça fait 6 mois sans jouer, presque un an, où il avait fait une dernière pige en Turquie. Et en fait, c'est un petit peu le même schéma que pour Muntari. 80 sélections, enfin plus de 80 sélections, plus de 160 matchs de première ligue, plus de 180 matchs de Ligue 1. Voilà, c'est une expérience qui serait extrêmement importante pour ne serait-ce que ses coéquipiers dans un premier temps, qui pourront profiter de lui au quotidien, puis également de tous les autres joueurs du championnat qui auront, quand ils auront l'occasion de l'affronter, ne serait-ce que de pouvoir échanger un petit peu avec lui, ça permet de gagner des années d'expérience. Et puis, je te coupe 2 secondes, ça fait pas de mal aussi. On évoquait avec toi, il n'y a pas longtemps, les projets de Super League et qui vont exclure certains pays et certains championnats. Ça fait quand même de bien aussi de voir des joueurs de cette envergure-là revenir au pays pour véritablement travailler au pays. Parce que j'imagine qu'ils vont revenir jouer, mais l'après-carrière va se continuer là-bas, non ? Écoute, j'espère. Pour l'instant, j'ai aucun écho à ce sujet-là pour Sessegnon. En tout cas, c'est vrai que c'est un vrai choix. Enfin, c'est pas encore signé, donc Ouais. le mercato se clôture dans la semaine puisque la reprise la Super League, là, le championnat dont je vous parlais, va commencer ce week-end et la clôture du mercato est pour le 25. Donc, on va très très vite savoir si ça se finalise ou pas. Il y a quand même des éléments qui laissent penser que ça pourrait se faire parce que le président de son équipe, Coton FC, c'est le fils du chef de l'État. Donc, le président de Coton FC, Lionel Talon, fils de Patrice Talon, président du Bénin. Donc, c'est des petits arguments qui peuvent jouer en faveur de la signature de Sessegnon. Et puis, ouais, comme tu dis, c'est vrai que
il y a des chances que ça puisse s'inscrire dans quelque chose de plus à long terme avec Sessegnon. C'est un joueur qui avait déjà commencé par le championnat local. Il avait joué aux Requins de l'Atlantique avant de partir à Créteil en 2004, si ma mémoire est bonne, avant d'aller au Mans, 2002 ou 2004. Et en fait, lui, il était sorti de la sélection par Michel Dussuyer dans les derniers matchs là, de qualification pour la CAN où le Bénin n'a pas participé parce qu'il s'était fait éliminer en Sierra Leone. Bon, c'était un peu rocambolesque, le match n'avait pas eu lieu, il y avait des histoires de Covid, il y avait des faux tests, etc. On ne va pas refaire l'histoire, mais ils n'étaient pas qualifiés. Sessegnon était un invité d'honneur en sélection, mais il ne faisait pas partie du groupe. Et finalement, on s'aperçoit que cette expérience a probablement manqué aux écureuils pour qu'ils puissent participer à la CAN. Et on se dit que moi en tout cas, je me dis que cette expérience-là qui a manqué aux écureuils, elle serait d'une telle importance pour les joueurs du championnat. Enfin, ce serait vraiment génial. Bon, moi, en plus, je me mets à la place d'un joueur qu'on connaît bien sur le canot opposé, Romaric, ancien de Abisport, qui justement était passé par les Requins de l'Atlantique l'an dernier. On en a parlé souvent dans les podcasts ou en introduction des podcasts. Et lui, il est à Coton. Donc, je vous laisse imaginer ses yeux, ses oreilles quand il a appris qu'il y avait cette rumeur Sessegnon. Enfin, ce serait quelque chose d'assez incroyable pour lui. Il est prêt à repousser un départ en Europe pour pouvoir être son coéquipier, quoi. C'est une expérience exceptionnelle. Donc, du coup, voilà, je touche du bois encore une fois, en espérant que ça se fasse. Mais voilà, c'est intéressant de parler de ça. Il y en a très peu des joueurs qui font le chemin inverse, qui reviennent d'Europe et qui vont finir leur carrière en Afrique. Alors, autant mettre un peu en lumière ceux qui le font, quoi. Ouais, exactement, tu l'as dit. C'est vrai que c'est généralement une spécialité très sud-américaine de venir finir sa carrière dans ces clubs. On en parlera avec Nico parce qu'il y a des choses encore plus folles qui se passent en Argentine ces derniers temps avec des joueurs de 40 ans qui continuent à aller jouer dans les échelons encore plus inférieurs. On en reparlera bientôt. On va passer à une autre actu africaine qui est, je sais, là c'était sympa, je sais pas si celle-là, on va prendre le parti peut-être de sourire, peut-être un peu jaune, PM, puisqu'il y a une fameuse rumeur qui concerne une légende pour Monsieur Baptiste Maurigal. Une légende absolue. Je pense qu'ils vont pas hésiter longtemps. Ils vont tout de suite signer. Puisqu'il y a la rumeur Raymond Domenech. Alors, toujours aussi au Bénin parce que on l'a dit, on l'a vu passer. Je vous mets le tweet de la Gazette du Fennec qui a annoncé que la fédération algérienne négocie avec Domenech pour la direction technique nationale. Bon, mais il y a aussi PM une news qui était tombée qui était un petit peu plus ancienne. C'est ce que tu me disais de Domenech du côté du Bénin. Ouais, c'est ça doit faire 15 jours, quoi, même pas 10-15 jours, où en fait, surprise, on t'annonce Raymond Domenech comme probable futur sélectionneur des écureuils. Donc j'ai mené un petit peu ma petite enquête parce que quand même, faut avoir soit été coupé, pas d'internet, pas de télévision, rien du tout depuis 2006 pour se dire que Domenech est un entraîneur de qualité ou encore mieux un sélectionneur de qualité. Pour leur défense, il n'y a pas l'équipe TV ou l'équipe 21 pardon en Afrique. Donc déjà ça permet de se dire qu'ils sont pas au fait de toutes ces interventions parfois un peu étranges. Et en fait, du coup, ça permet aussi de mettre un peu le doigt sur le processus de recrutement des sélectionneurs. Et en fait, on se dit, mais comment le Bénin peut penser à Domenech, quoi, c'est exactement ce qu'écrit Figo dans le chat. Comment il est possible de penser à cet homme et à l'associat du foot. Voilà, c'est ce qu'il écrit dans le chat. Non, c'est ça en tant que consultant. Là, c'est pour être sélectionné. Alors, dans le cas de l'Algérie, la rumeur, c'est DTN. Donc voilà. Et dans le cas du Bénin, PM va le confirmer, c'est sélectionneur. Je le confirme, c'est vraiment pour être sélectionneur. Il y a pas encore, il y a un DTN, mais bon, la DTN au Bénin, c'est pas encore hyper opérationnel, donc il pourrait faire entraîneur et DTN, sélectionneur plus DTN. Vous me direz, ça serait pas impossible, mais dans tous les cas, non, il était pressenti, il est pressenti pour être sélectionneur. Et en fait, c'est là que on se demande, mais comment c'est possible de penser à lui, sachant que sa dernière expérience à Nantes, c'est tout simplement. Je veux dire, ça, normalement, ça met fin à toute négociation possible, quoi. Il suffit de regarder ses résultats et puis on se dit, bon, voilà, terminé, il est cramé. Non. Et en fait, c'est intéressant parce que souvent, quand il s'agit de sélections comme ça, alors peut-être pas quand c'est le Sénégal ou quand c'est les grandes sélections, le Cameroun, etc. Mais quand il s'agit de pays un petit peu plus petits, c'est souvent la diplomatie qui fait son travail et qui permet d'avoir des sélectionneurs, notamment français, parce que c'est souvent dans les pays francophones qu'on fait comme ça. Et c'est là où on se dit, tiens,
Il y a Talon, Patrice Talon, donc le président de la République, qui avait voyagé en France. Et puis, dans son voyage, il y avait le sélectionneur, donc l'ancien sélectionneur Michel Dussuyer, qui n'allait pas être reconduit. Donc, forcément, il arrive en disant, bon, est-ce que vous auriez pas un nom d'un entraîneur à nous conseiller ou à nous passer, quoi, tout simplement. Et c'est là que le nom de Domenech est sorti. Donc, tout de suite, on se dit, bah oui, peut-être que ça vient de la fédération. C'est que Domenech a été souvent, pendant très longtemps, à la fédération. Donc, peut-être que c'est ces connexions-là qui lui permettent d'avoir encore des entrées sur le continent africain. Voilà, donc ça permet de se demander quelle est la part de sportif dans tout ça. Moi, je me souviens qu'il y avait eu à l'époque au Bénin, ça remonte un peu plus loin aussi, et c'était en 2010 ou 2011, où c'était Manuel Amoros qui avait été nommé sélectionneur. Et là aussi, ça vient par l'ambassade de France qui, au travers de Michel Hidalgo, je crois, avait proposé le nom de Manuel Amoros, qui n'avait pas d'expérience, etc. Alors, c'était très bien pour lui de se faire la main. Je crois qu'il avait avant ça entraîné les Seychelles. Les Seychelles, les Seychelles, c'est bien ça. Donc, c'est pas non plus une expérience qui pouvait être hyper intéressante dans l'idée de coacher le Bénin. Et là, voilà, du coup, on se retrouve avec des diplomates français, la fédération française qui fait sa petite tambouille et qui fait qu'on se retrouve avec des Domenech sélectionneurs des écureuils. Je peux vous dire qu'une fois que l'information est sortie sur les réseaux, ça a été un grand tollé. Il y a des articles pour dire qu'il ne faut pas que Domenech vienne, que c'est pas possible que ça puisse se faire, que c'est pas quelqu'un qui est à la hauteur des écureuils. Malgré tout, l'idée est quand même restée dans la mémoire des dirigeants, donc on attend de voir. J'espère que la rumeur d'Étienne en Algérie se confirmera. Ça pourrait être pas plus mal. Mais tu vois, ce que tu expliques sur le Bénin, avec les copinages, l'intervention on va dire, de la dimension politique de la chose et les réseaux que tu arrives à tisser au niveau du monde politique pour pouvoir te placer, ok, pour l'Afrique subsaharienne francophone, on le voit assez fréquemment, tu l'as expliqué, mais c'est quand même là que c'est assez fou de se dire que même l'Algérie pense à Domenech. Même l'Algérie, et comme le dit Kofi on Riles dans le chat, imaginez un duo Belmadi-Domenech, ça peut pas cohabiter, c'est pas possible. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas un accord entre la fédération française et la fédération algérienne? Est-ce qu'il n'y a pas parce que je sais que la fédération française œuvre pour le développement du football en Afrique. Alors je mets des gros guillemets à œuvre, parce que si c'est pour envoyer des Domenech sélectionneurs, intervient. Voilà, intervient. Et on peut enlever développement. Intervient en Afrique. Donc voilà, c'est peut-être dans ce cadre-là que voilà, ça peut marcher comme ça. Après aussi, j'imagine des agents. Voilà, pour glisser un petit peu l'information aussi, il y a souvent les expatriés, donc ont des contrats plus gros que les sélectionneurs locaux. Souvent beaucoup plus gros, avec 1 ou 2 zéros en plus. Et comme c'est des contrats plus gros, ça permet aussi de donner des petites parties à un tel ou à un tel. Donc ça permet aussi des petits arrangements, des petites magouilles qui font qu'on se retrouve aussi avec des sélectionneurs parfois. On se demande qu'est-ce qu'il fait là, mais derrière son contrat fait que ça a nourri d'autres personnes et ça a rendu les affaires possibles. Donc ce qui est sûr en tout cas, c'est que vu qu'il y a une rumeur au Bénin, une rumeur en Algérie, c'est que Domenech est à la recherche de travail. Ouais. Et il s'est dit qu'en Europe c'est mort, en France c'est foutu. Donc pourquoi pas aller en Afrique. Bon voilà, encore une fois, c'est triste de se dire que cramé en France, on peut aller jouer les premiers rôles en Afrique. C'est ça. C'est ça exactement qui est un peu ça. dommage. En tout cas, ça veut dire que, comme tu le dis, Domenech veut se replacer. Et c'est vrai, comme le dit Max Lard dans le chat, même en France, on y a pensé. Le club de Baptiste y a pensé. Ça a parfaitement fonctionné. Je crois que Kita avait dit que c'était un coup de com'. Donc derrière, on peut se dire que voilà. Oh, tu sais, Kita, il en dit rien. Oui. Oui. Et il en fait. Il est cohérent avec ses propos. Mais bon, voilà, donc ça veut dire en tout cas, comme tu l'as dit, PM, clairement, que Domenech essaye de se placer quelque part en Afrique. Et comme le disait Kofi on Riles, les pauvres. Voilà, c'est tout ce qu'on a un petit peu envie de leur dire. On va suivre l'affaire, bien sûr, on verra. On va voir si ça se fait au Bénin. Comme le disait PM, on espère que ça se fera pas trop au Bénin. Mais bon, on va voir. Voilà pour l'Afrique. On va quitter donc la partie africaine de Lucarno Posé et on va aller en Asie, qui va être le gros pavé de la soirée. On va y revenir fréquemment en Asie ce soir. Mais Baptiste, on va commencer. Est-ce que je commence par toi? Est-ce que je commence par Gaël pour parler du Japon?
Comme vous voulez, On peut messieurs. donner honneur aux ligues mineures. On commence par les L. Honneur à toi, je t'en prie. Je t'en prie. Enfin, Bon, bah c'est vrai voilà, que et vous maintenant gagnez c'est moi beaucoup qui dois plus choisir. Merci les gars, de, super, bravo. Bah on va de faire coupe en honneur. bois ACL. Hein. Ouais, on va faire honneur au petit nouveau. Voilà, moi je vais le dire avec un peu plus de diplomatie que notre bot coréen. On va revenir brièvement C'est gentil. sur ce qui s'est passé, au Japon hein, ce week-end. C'était le retour du football tout simplement au Japon, Gaël. Bah oui, on n'en pouvait plus. Hein. Ça faisait 3 mois on transpirait. Il fallait qu'on regarde aussi un petit peu ce qui se passe du côté de la Corée du Sud pour voir si il y avait des joueurs qui se faisaient transférer de Corée du Sud vers le Japon, hein, parce qu'ils sont bons pourvoyeurs de joueurs au sein de la J-League. Hein. Notamment le monsieur O, hein, qui est censé aller au Shimizu S-Pulse. Là, et puis j'ai vu que ça avait fait sortir de ses gonds notre cher Baptiste. Bref, on va pas polémiquer là-dessus. Besoin d'avoir les meilleurs joueurs du championnat En tout coréen cas- pour essayer d'exister. C'est quand même fort, quand même. En tout cas, voilà, le Kawasaki frontal, ils ont inauguré la première journée vendredi. Et ils n'ont pas été truculents. Par contre, le gardien Young, qui n'est pas si jeune que ça, hein, qui est sud-coréen, bien sûr, il a été assez éblouissant parce que c'est un peu grâce à lui quand même que Kawasaki Frontal a réussi à remporter le match 1-0 face au FC Tokyo. Forcément, c'est Leandro Damiao hein, qui a scoré pendant ce match. Mais le FC Tokyo, ça va être une équipe à suivre, hein, je pense, cette année. Ils ont recruté l'ancien directeur de la Masia, hein, Albert Puig, qui était en J2 à Albirex Niigata l'année dernière. Et qui a l'air d'apporter quand même une grinta espagnole hein, dans l'effectif. Puis on va suivre aussi un petit jeune qui évolue au FC Tokyo. On ne l'attendait pas sur la feuille de match, et encore moins titulaire. C'est le jeune Matsuki Kuryu, qui était encore lycéen l'année dernière, hein, et qui a ébloui la 100e édition du tournoi interlycée japonais par des buts venus d'ailleurs. Hein. Il a mis un but à la Messi. Bon, on est d'accord, en face, c'était des lycéens. Hein. Mais parti du milieu de terrain, il dribble tout le monde, ça crochette dans tous les sens. Ça met des beaux buts. Enfin bref, en tout cas, ça va être un joueur à suivre. En plus, il me semble qu'il était pisté en France, à Strasbourg. Hein. Donc, ça va être quelqu'un à suivre. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on avait on avait le Kashiwa Antlers hein, qui jouait Kashiba Antlers, hein, pas Kashiwa Reysol, que je déteste. Hein. Ne lancez pas sur le Kashiwa Reysol. Le cri du cœur qui arrive derrière, glissé comme ça. Moi, je suis désolé, les gars, ne me parlez pas du Kashiwa Reysol. Je déteste cette équipe. C'est viscéral. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça fait depuis longtemps. Je ne veux pas voir cette équipe. En tout cas, les Antlers, ils se déplaçaient à Gamba Osaka, qui est un club cher à mon cœur. Hein. Mais bon, qui forcément a perdu le Gamba Osaka à la maison, hein, dans son très beau stade d'ailleurs, qui a été inauguré en 2015, si je ne dis pas de bêtises. Les Antlers, grosse équipe à suivre hein, parce qu'ils ont vraiment une attaque de feu. On parlera tout à l'heure de notre ami Yuma Suzuki hein, qui va donner encore plus de poids à cette très belle attaque des Antlers. Mais voilà, entre Ayase Ueda qui joue en pointe, le petit Araki qui joue à gauche, ils ont recruté Higuchi qui était, si je ne dis pas de bêtises, au Sagan Tosu l'année dernière. Hein, ça a été un des joueurs qui a permis au Sagan Tosu de ne pas couler hein, la saison dernière. En tout cas, voilà, ça va être je pense, une belle équipe à voir. En plus, ils ont recruté un nouveau coach, ce qui est René Weiler, hein, le bon Suisse. Avec l'accent et tout, magnifique. Voilà. En fait, non, c'est le René de Céline Dion, tu vois, parce que je suis un grand fan de Céline Dion, donc je suis obligé de parler du René. Hein. Mais voilà, René Weiler, qui est un coach qui a fait ses classes, notamment en Suisse, forcément, mais qui a été champion de Belgique avec Anderlecht, si je ne dis pas de bêtises, il y a quelques années. Bon, le monsieur, il n'est pas encore arrivé au Japon. Faut savoir que là, on est en pleine 6e vague au Japon de Covid. Donc, ça fait depuis novembre dernier, novembre 2021, hein, que le gouvernement japonais poursuit dans sa gestion cataclysmique de la pandémie. Et là, forcément, ils ont trouvé de bonnes idées pour faire en sorte que les bons travailleurs étrangers, gaijin, ne viennent pas au Japon.
Donc, en fait, René Weiler, lui, il est toujours pas au Japon. Hein, donc, il coach de chez lui. Il coach en télétravail? Voilà, c'est cela. Magnifique. Tout comme le coach d'Hiroshima Sanfrecce, qui est comment il s'appelle, Skibe, l'ancien sélectionneur de Grèce. Donc, lui aussi, un Allemand, hein, Skibe, j'ai oublié son prénom. Lui aussi, il coach en télétravail. Alors, franchement, c'est un peu bizarre. Les dirigeants peut-être du club sont peut-être pas très prévoyants, mais apparemment, le gars, il a quand même été signé. Sa signature a été actée fin novembre. Hein. Et le gars, il est toujours pas arrivé au Japon. Donc, je sais pas, voilà. Bon, je sais pas où ça pêche. Je sais pas si c'est les autorités japonaises qui sont vraiment très, très strictes ou si c'est les dirigeants de Hiroshima je sais pas, qui sont un peu incompétents, hein, comme beaucoup de dirigeants d'entreprises japonaises. Ça, c'est fait. C'est la soirée, hein. Attention. On n'avait pas dit que c'était un octogone avec la J-League, là. On va se faire plein d'amis au Japon, ça va être super. Non, mais après, voilà. Donc, non, mais comme dit Yann dans le chat, au final, les mecs, ils jouent à Football Manager, là, concrètement. Ah les deux gars, là, ils font du Football Manager. Hein. Ah ouais, c'est clair et net. En tout cas, ça fonctionne bien du côté des Antlers, hein, parce qu'ils ont mis 3-1 à l'extérieur du côté du Gamba Osaka. Après, avec Hiroshima, il fallait peut-être s'y attendre parce que l'effectif de Hiroshima, il n'a pas changé depuis l'année dernière. Et puis, c'est quand même bizarre ce qui se passe à Sanfrecce et Hiroshima, hein, parce que c'est quand même un club qui a marqué la J-League. Ils en sont peut-être à 2 ou 3 championnats gagnés ces 10 dernières années, peut-être pas ces 10 dernières années, mais en tout cas ces 15 dernières années. C'est un club qui pèse. Hein, donc, financièrement, apparemment, non. Mais voilà. Bon. Moi, je sais pas quelle entreprise est liée à Sanfrecce. Je vous avoue, parce qu'en fait, chaque club est plus ou moins... vous connaissez sans doute l'histoire de la J-League, hein, mais là, d'ailleurs, on en est à la 30e édition. Avant, la ligue japonaise, c'était une ligue semi-professionnelle, hein, et c'était les noms des clubs étaient intimement liés aux entreprises qui les finançaient, hein, par exemple. On a le droit de citer des marques ou pas? Écoute... Il n'y a pas le CSA, donc on s'en fiche. Voilà, c'est ça. D'accord, ok, parfait. Pour ton info, c'est Mazda derrière Sanfrecce et Hiroshima. D'accord, merci. Voilà. Du coup, on a Mazda derrière. Donc, c'est forcément, ils ne donnent pas beaucoup d'argent parce que ça ne se vend pas beaucoup, les Mazda. Hein. Peut-être en Corée, d'ailleurs. Peut-être que ça doit se vendre en Corée. Nous, on a Hyundai et on a Kia. On n'a Voilà. pas besoin de vos petites voitures. Hein, de vos voiturettes. Mais voilà, du coup, voilà. Hein, donc, je sais pas ce qui se passe du côté d'Hiroshima, mais peut-être que lui, justement, ce monsieur Skebe, il va arriver avec de bonnes intentions, des gros joueurs à faire signer provenant d'Allemagne. Sinon, voilà, dernière chose intéressante, c'est bien sûr la victoire de Kyoto Sanga contre Urawa Reds. Hein, spécial dédicace à toi, Nico, hein, parce que maillot. La semaine dernière, maillot, messieurs. Tu as arboré le maillot. Ah il est là, tiens, regarde, il est là. En fait, ouais, je te vois pas, mais j'aimerais bien le voir parce que justement, je l'ai pas bien vu la semaine dernière. Et puis, voilà, je suis content parce que c'est un club que j'aime bien. C'est un club qui crevachait depuis bien 10 saisons dans les bas-fonds ou dans les hautes sphères de la J2 sans jamais pouvoir passer le cap des playoffs, en tout cas de concrétiser aux playoffs. Et puis, c'est surtout qu'ils ont un stade de malade, quoi, maintenant. Et j'ai très, très, très envie d'y aller parce que, la prochaine fois j'espère que je pourrai aller au Japon très, très bientôt. Ma femme est de Kyoto, donc ce sera plutôt sympa d'aller au stade. En sachant qu'il est quand même un peu loin. Hein, c'est ça qui est un peu embêtant par rapport à l'ancien stade, qui était bien pourri, mais qui était bien plus pratique à accéder, en tout cas. Et voilà, ils ont gagné 1-0 grâce à Papi Utaka, hein, notre cher Peter, nigérian, alors il a 38 ans, mais lui c'est pareil, on a l'impression qu'il en a 45 peut-être, je sais pas, mais en tout cas il est marque. Performant, il est toujours performant. L'année dernière il a pas mal scoré aussi en J2, donc on va pas bouder son plaisir. Et puis voilà, juste un dernier truc sur le FC Tokyo. Hein, je reviens sur le FC Tokyo. En fait, déjà, vendredi, ils avaient des joueurs en moins. Hein, ils en auront encore plus
dès mercredi et samedi. En fait, il y a des matchs qui ont été reportés. Enfin, le match du FC Tokyo qui était prévu pour le première journée de la Coupe Lévin a été reportée et la journée de championnat aussi de samedi a été reportée en ce qui concerne le FC Tokyo parce qu'ils ont beaucoup de cas de Covid dans leur équipe. Donc voilà, ça va encore tronquer un peu plus le début de championnat, sachant qu'aussi il y a d'autres matchs qui vont être joués parce qu'il y a l'ACL Cup l'Asian Champions League qui va arriver sur qui ces va arriver qui va arriver en avril si je dis pas de bêtises, et puis du coup les clubs prennent leur disposition et ils avancent les journées, en tout cas les journées des clubs qui disputent cette fabuleuse compétition. Ouais, et ben écoute, voilà pour la J-League. Le compte-rendu de la journée est sur Hello ce lundi. C'est quoi la CL? Ben justement, Baptiste, puisque tu parles dans le chat, on va faire un petit point Corée du Sud. On était chez Mazda, on va passer donc chez Kia. Je cite Kia parce que ça a été le sponsor de mon club. Qu'est-ce qu'il faut retenir brièvement de la première journée de K-League? Que Kia déjà ne détient pas un club. Ce qui est vrai. Donc, mais si Kia, indirectement, ils en détiennent un. Parce que Kia appartient à Hyundai, donc détiennent forcément Jeonbuk. Quoi retenir que Jeonbuk a remporté son premier match. Voilà, ils ont pris leur temps, mais ils ont réussi à gagner grâce à Son Min-kyu à la 80e minute. Quoi retenir d'autre? Que Ulsan a déjà perdu 2 points sur. Il choque d'entrée maintenant, il change de principe. Voilà. Dès le début, et ils ont déjà montré que forcément jouer 109, ça va être compliqué, puisque aujourd'hui leur numéro 9 c'est Park Chu-young, donc vous connaissez tous puisqu'il a joué à Monaco, puis il a fait une petite escapade à Lille pour se retrouver à Arsenal où il n'a pas joué. Je pense qu'il s'est même pas arrêté. Je crois qu'il a dormi à Lille et après il est parti à Londres. Voilà. À l'époque, il était rapide. Oui, à l'époque, il était rapide, oui, depuis quelques années, c'est voilà. Donc aucun but l'année dernière, mais numéro 9 de Ulsan. Donc pour vous rendre compte à quel niveau ils sont tombés au niveau des numéros 9. Mais on en attend un Brésilien qui viendrait de Chine normalement, mais c'est pas encore officiel. Ensuite, on peut retenir que Pohang a battu Jeju 3-0 et que ça c'est une grosse surprise parce qu'on attendait quand même Jeju à être bien au-dessus de Pohang, mais défensivement, ça a un peu craqué et ça va être le gros point noir sans doute de la saison de Jeju cette année. Un autre résultat à retenir et qui me tient à cœur, c'est que le FC Seoul a battu Daegu et ça fait plaisir parce que vu ce qu'ils ont fait l'année dernière, de revenir cette année et commencer par une victoire, c'est tout à fait plaisant, notamment face à Daegu, 3e de la saison dernière. Alors, ok, il y a eu beaucoup de changements, vous pouvez le voir dans le guide de la saison, mais remporter le premier match à l'extérieur, voilà, ça fait toujours bonne impression, et notamment quand on essaye de se racheter après 2 saisons un petit peu, 2 saisons pourries. C'est Voilà surtout que tu réactives une dynamique que tu avais perdue. Si tu continues à entretenir ta spirale négative, tu repars sur une saison de merde. Ça. Donc là, comme ils ont bien terminé la saison dernière, ils démarrent bien cette saison-là et ils ne font pas comme ils ont fait entre 2020 et 2021 où tout était pas bon. Voilà. Ouais. Et on a Fanurawa dans le chat qui n'est pas surpris du côté horrible d'Ulsan. Et Seb qui nous dit que Leonardo à Ulsan, c'est quasi fait. Oui, Leonardo, ça a été annoncé il y a quelques temps par les médias. Je pense qu'il est encore en quarantaine parce que voilà, quand on arrive en Corée, on a la quarantaine. Mais on peut y arriver. Donc là, je pense qu'il doit encore être en quarantaine et attendre de pouvoir signer son contrat. C'est un peu ce qui arrive avec les joueurs étrangers qui sont annoncés depuis quelques temps, mais dans la presse, mais qui ne sont pas encore officialisés. Donc c'est pour ça que j'en ai pas encore parlé. Mais c'est vrai que Leonardo, ça devrait être pas tarder à être officialisé du côté de Ulsan dans les prochains jours. Sachant qu'ils ont encore le droit d'enregistrer des joueurs venant de ligues étrangères jusqu'au 25 mars, mais ils n'ont plus le droit de faire des transferts entre clubs coréens. Voilà, ça, c'est l'interdit maintenant, c'est fini. C'est qu'avec des clubs étrangers. On va finir ces news avec une partie un peu sud-américaine. Je vais vous donner 3 nouvelles, 3 news qui ont marqué un petit peu les dernières journées
les derniers jours en Amérique du Sud. On va commencer au Brésil avec une première news qui nous vient d'un championnat d'État, hein, le championnat Cearense. Donc là, on est dans l'état du même nom, l'état de Ceará. On est tout au nord, dans le nord-est en fait, où la décision a été prise de suspendre tout simplement un club qui s'appelle Crato Esporte Clube. Pourquoi a-t-il été décidé de suspendre ce club? Parce que le tribunal de la justice sportive de l'État a émis des doutes à un club qui joue à God of War. Ouais, tu vas voir à quoi il joue surtout. Il y a des doutes concernant ce club autour de matchs un petit peu arrangés. Donc en fait, concrètement, la fédération a contracté une entreprise qui va donc devoir enquêter sur de possibles matchs arrangés. Pour info, on a eu des audios et des mouvements qui ont été observés sur des sites de paris sportifs qui montrent qu'il y a eu des choses un peu étranges, notamment lors d'une défaite qui pose à peine des questions, une défaite 9-2 contre l'Atlético Cearense, truc qui arrive assez fréquemment. Bon, Crato était officiellement relégué, enfin était tout en bas de ce championnat d'État. Donc pour l'instant, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a une enquête qui est ouverte. Les résultats des matchs concernant cette équipe-là ne sont pas annulés, ils sont maintenus. Mais ce club-là pourrait perdre sa place en série D. Au Brésil, vous avez un système avec les championnats d'État où quand vous fonctionnez pas trop mal dans certains championnats d'État, vous pouvez accéder à la 4e division nationale. La 4e division nationale. La petite ironie, le petit clin d'œil de l'histoire, c'est que ce championnat d'État, ce championnat Cearense, est tombé sous les pièges du naming, et vous le voyez à l'écran, par qui ont-ils été sponsorisés, par qui sont-ils soutenus, et donc comment s'appelle ce championnat? Il s'appelle 1xBet 2022, 1xBet qui est un site de paris sportifs. Voilà, c'est fascinant. C'est pas russe? Je me demande si c'est pas russe d'ailleurs, ouais, exactement. Toi, je crois que tu traînes sur les mêmes streams que moi. Et c'est pour ça, je me suis dit, dès qu'on est sur les trucs russes, on a ça, donc c'est que ça doit être russe. Mais il y a de fortes chances. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est peut-être un hommage qui a été rendu par Crato Esporte Clube. On va suivre, on verra les développements de comment ça va donner. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a cette enquête-là. On va revenir un petit peu sur le terrain au Brésil parce que vous l'avez peut-être suivi. C'était hier soir. Il y avait la Super Coupe du Brésil. Alors là, on va monter de plusieurs crans en termes de niveau, puisqu'il y avait la Super Coupe du Brésil entre l'Atlético Mineiro et Flamengo, une super coupe qui a été remportée par l'Atlético Mineiro. Match hyper spectaculaire et séance de tir au but hyper spectaculaire puisque tout le monde y est passé. Les 11 joueurs y sont passés et ça s'est joué sur le 12e, donc au début du deuxième cycle, avec Vitinho côté Flamengo qui a vu sa tentative stoppée. Et donc le galop démarre par un nouveau titre. Bon, on aura le temps d'en reparler de l'Atlético Mineiro et de Flamengo. Vous avez deux clairs favoris de la Libertadores, comme 99% des Brésiliens. Mais voilà, oui, exactement, ton Nachito Fernandez contre Argentina, voilà. Si vous n'avez pas vu, je vous encourage à aller voir quand même quelques replays de cette séance de tir au but qui était assez folle. Et donc sur le terrain, sinon, toujours, il y avait l'Équateur qui accueillait la Copa Libertadores U20, cette fois-ci. C'était la 6e du nom. Et l'Équateur avait, lui, 3 représentants. 6, ça fait beaucoup. 3 représentants dans cette compétition, dont le tenant du titre, Independiente del Valle, qui s'est encore hissé en finale en fracassant tout le monde. Le Sporting Cristal, par exemple, en a pris 7. Sur 4 matchs, ils ont marqué 16 buts, ils en ont encaissé que 2, mais Independiente del Valle n'a pas gagné. Tout simplement, s'est fait piéger en finale par Peñarol. Les U20 de Peñarol qui ont cru s'imposer dans le temps réglementaire et qui se sont fait rejoindre à la 90e. Là aussi, séance de tir au but. Là aussi, un héros, le gardien de Peñarol qui a raté sa tentative mais qui a fait 2 arrêts derrière et qui donne le titre à cette formation de Peñarol, Randall Rodriguez, si vous voulez retenir le nom de ce gardien carbonero. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette Libertadores des U20, c'est un petit peu comme la Libertadores de l'ancienne époque, c'est-à-dire que vous avez un représentant par pays sud-américain et non pas 9 Brésiliens qui viennent vous fracasser la compétition. Là, vous en avez un par pays et au final, on s'aperçoit que les Brésiliens se font bouger. Il y a d'autres circonstances. Là, le match se jouait à Quito, à 2700 mètres d'altitude, mais quand même... Juste pour préciser que ça donne aussi une petite photo de ce qui se fait sur le continent chez les jeunes. Et on voit notamment les pays qui travaillent bien au niveau de la formation. Puisque vous voyez l'Uruguay
et l'Équateur. Independiente del Valle a joué les 3 dernières finales de cette compétition, en 2018, 2020 et donc cette année. Ils ont gagné 2020. Et pour vous donner un autre petit chiffre, sachez que sur les 6 finales de l'épreuve qui se sont déroulées, donc depuis 2011, il y a eu 4 fois un Uruguayen en finale. Ils sont 2 à l'avoir remporté. National, en 2018, c'était en Uruguay. Et donc Peñarol qui, comme National, comme River Plate et comme Sao Paulo, fait partie maintenant de ce club fermé des équipes à avoir remporté la Libertadores chez les grands et aussi chez les jeunes. Voilà, c'est pareil, je vous encourage à aller voir les comptes rendus. Vous avez les images sur le site. Oui, Romain, il y avait le Sporting Cristal du Pérou qui en a pris 7 contre Independiente del Valle. Hein. C'est pas si... Ils ont pris 7-1, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, donc voilà où on peut en rester sur le tour des news. Hein. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On va pouvoir passer, Baptiste, au dossier une fois que j'aurai lancé ce petit jingle, comme vous les aimez tous. Alors, on peut y aller pour le dossier. On va donc filer en Chine. On va discuter avec Sébastien. On va parler de cette Chinese Super League et de ce championnat chinois qui fait souvent et toujours beaucoup parler. On va essayer de faire un petit peu le point, Seb, sur la Chine. Il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer d'être bien organisé. On va rappeler tout d'abord qu'il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans je crois, hein, tu vas me corriger probablement, il y a eu des changements au niveau de la réglementation et il y a déjà eu une reprise en main de grands changements dans le championnat. Ouais, alors en 2019, là, il y a déjà eu la mise en place d'un salary cap avec la baisse des salaires. Ils ont fixé les salaires à 5 millions de yuan pour les joueurs internationaux. Les internationaux chinois, après les internationaux étrangers, c'était aux alentours de 10 millions d'euros ou quelque chose comme ça pour la saison, avant taxe. Tout ce que je vais dire comme chiffre, c'est avant taxe. Parce qu'en Chine, ils aiment bien donner juste les salaires avant taxe. Donc, il y a eu cette partie-là qui a fait déjà, ça a commencé à grincer un petit peu des dents. Et la saison dernière, pour la saison 2020, ils ont encore abaissé le seuil. C'était à 4 millions, je crois. Et cette saison, ils vont encore le baisser à 3 millions avant taxe. Et pour les étrangers, ça sera 2 millions d'euros avant taxe. En gros, un joueur chinois va gagner 600 000 euros sur l'année avant la taxe, en fait. Donc, et ça, c'est carrément une énorme baisse et ça commence à un petit peu grincer les dents au niveau des joueurs. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. On est plus du tout dans l'ère. Je sais pas si on peut dire des galactiques ou des superstars ultra payés. Ça, c'est bel et bien révolu. Hein, c'est terminé. Hein. Ouais. L'époque 2016-2020 en Chine, ça s'appelle Tinyuan. En gros, c'est l'époque dorée. Hein, en fait, c'est l'époque du yuan doré. Et si tu veux, ça c'est fini là. Les clubs sont pas, je vais pas dire en faillite, mais en fait entre le Covid plus la crise financière au niveau des investisseurs, notamment du BTP, et plus tous les changements de réglementation, le football chinois part un petit peu en sucette. Pour l'année dernière, tu as eu une règle qui a été mise en place, neutralité des noms. Donc, c'est ce qui a été fait au Japon, comme il a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire que les équipes, elles n'ont plus le droit de porter le nom des investisseurs, comme Evergrande et Guangzhou Evergrande est devenu Guangzhou FC ou Shandong Luneng est devenu Shandong Taishan. Ça, maintenant, c'est obligatoire. Cette année, ils vont devoir changer leur logo aussi. Il y a plusieurs équipes qui ont déjà publié les nouveaux logos. Ils vont devoir aussi rendre la CL 2013, mais bon. Ça, pas sûr. Ça, c'est une autre histoire. Hein. Et je pense qu'ils la gardent là. Ça fait un bon souvenir parce que le club, peut-être qu'ils vont la revendre sur Alibaba, peut-être le trophée, parce qu'ils n'ont plus un rond. Donc, du coup, en plus, là, tu as une nouvelle règle qui est mise en place pour 2022. C'est ils vont réglementer
ils vont faire une réforme au niveau de l'actionnariat des clubs. C'est-à-dire qu'actuellement, en fait, si tu veux, c'est souvent un club, un actionnaire majoritaire, comme par exemple Evergrande, où il y a eu Suning aussi qui est en 2020, et qui est devenu champion en 2020 et qui a fermé boutique en 2021, là, juste avant le début de la saison, parce que ils veulent plus de stabilité. Alors ça, je vous le dis à direct, là c'est le bordel, parce qu'il y a à peu près 99% des clubs qui n'arrivent pas à faire cette réforme-là. C'est très simple. C'est que qui est assez fou pour investir dans un championnat qui a plus de visibilité, puisque les diffuseurs ils ont arrêté les frais après l'énième changement de format de la ligue là ces 2 dernières saisons, entre plus d'entrées au stade, des stades vides, des bulles sanitaires et tout ça, ça a été une grosse catastrophe. Pourtant, si je me souviens bien, à l'époque, justement, à l'époque dorée, comme tu le disais il y a un instant, on nous avait parlé de droits télé qui avaient explosé avec, c'était un diffuseur local, national, qui avait mis une somme totalement folle dans les droits télé. Donc lui aussi a laissé tomber l'histoire. En fait, si tu veux, celui qui avait mis les droits télé de folie, en fait, c'était PPTUN, c'est PP Sport en fait. C'est ceux qui sont rentrés en conflit avec la première ligue anglaise pour une perte de droits de télé là qui n'ont pas été payés. Et c'est les mêmes qui ont arrêté la diffusion, puisque tu n'offres pas le produit. En fait, ils ont fait un peu comme en France pour la Ligue 1 avec Comme Téléfoot, quoi. Ouais, voilà, comme Téléfoot. En fait, en gros, c'était tu me proposes pas le produit que j'attendais. Moi, j'arrête les frais. Et en plus, ils font partie du groupe de Suning. Suning qui a fermé, qui a fait quitter son club, qui a fermé la boutique de son club et qui a juste gardé l'Inter Milan. D'ailleurs, je vois pas trop l'intérêt pour le club, pour l'investisseur de garder l'Inter Milan plutôt que d'investir dans son propre pays. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, du coup, en fait, là, actuellement, tu as un diffuseur qui est resté, mais pour une fraction du prix. Tu vois, je crois que les droits de télé, quand ils avaient fait la renégociation, c'était aux alentours, c'était sur 5 ou 10 ans. Et ils avaient proposé quelque chose comme $1 milliard ou un truc c'est comme ça, pour cette durée-là. Je voulais plus donner le chiffre, mais il me semble que c'était ça, ouais, aussi. Il y avait des histoires de milliards. Enfin, c'était hallucinant. Le chiffre était hallucinant. Ouais, c'est n'importe quoi. Et là, tu as eu Tencent qui ont repris mais c'est que de la diffusion sur Internet. Tencent, ils ont repris ça pour une fraction du prix. Je crois que c'est 50 ou 100 millions de dollars pour X années, en fait. J'ai pas exactement la durée du contrat, mais c'est une fraction du prix, quoi. Ouais, c'est ça. Si t'es sur 100 millions de dollars, t'es à 10%, quoi. Donc, ouais. Mais la baisse, c'est un truc de fou. T'as ça, et puis le dernier point pour reprendre un petit peu les problèmes financiers, parce que c'est surtout ça qui va pas en Chine. C'est là, par exemple, t'as l'année dernière, les retards de salaire, c'était abusé. En fait, si tu veux, t'as que 6 clubs sur 32, si je ne m'abuse, qui étaient 34 clubs qui étaient pas en retard de paiement sur les salaires. Et les retards de paiement, ils s'échelonnaient entre, par exemple, pour Beijing Guoan, quand même, c'est une grosse équipe, quoi. Ils avaient 2 mois de retard de salaire et ça pouvait aller en Super League, c'était 8 mois. Pour l'équipe de Chongqing, c'était 8 mois. 8 mois de retard de salaire et ils ont joué la deuxième partie de la saison sans salaire. Ils étaient en mode bénévole. Donc ça s'est pas super bien passé, mais ils se sont sauvés de la relégation. On ne sait pas trop comment. Donc concrètement, la Chine est devenue la Bolivie d'Asie, quoi. C'est la dèche. Et encore, ça, c'est l'arbre qui cache la forêt parce que t'as un club, lui, il a creusé, je crois qu'il va bientôt trouver du pétrole parce que ils ont 1 an et demi de retard de salaire pour certains joueurs. Et le trou, il est de 40 millions d'euros pour les salaires et les primes pour le club de Guizhou. C'est l'ancien club de Boli qui était passé sur Hello
à l'époque où vous faisiez la discussion à trois avec ses exactement. 2 autres frères. Ouais. Et du coup, ce club-là, ben, il se voilait la face. Dans les médias, ils ont dit non, 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 c'est pas vrai. Et puis finalement, le club, les joueurs, ils ont dit ah ben si, on a la preuve, ils ont montré les preuves, tout ça, et le club a dit bon ben effectivement. Donc là, ils ont 40 millions d'euros, ils pourront pas récupérer, ils pourront pas payer les salaires. Donc ce qu'ils vont faire, c'est que ben, ils vont virer les joueurs, ou ils vont trouver une solution pour les prêter, les clubs qui vont récupérer de l'argent sur les prêts. Enfin, il y a toujours des limites. Va falloir qu'ils se méfient parce que j'évoquais en parallèle en rigolant, mais en rigolant pas trop en fait, la Bolivie qui est connue pour les retards de paiement dans beaucoup de clubs et dans des problèmes de gestion qui sont un peu différents. Si les joueurs saisissent la FIFA, les clubs ne pourront plus rien recruter ou signer de contrat, donc ça peut aller très loin. Il y a des clubs en Bolivie actuellement qui ne peuvent rien faire à cause de cela. Tu évoquais la partie économique. Juste par rapport à tout cela, moi je me souviens avant qu'on parte dans cette période dorée, de cette période où on lâchait les dollars, il y avait un fameux projet de développement du football chinois, un projet en plusieurs étapes, avec un horizon de proche, un horizon 2030 et un horizon 2050. Il en est où ce projet? Et on le sait, pour en avoir discuté aussi avec des gens qui étaient sur place à l'époque et qui lançaient des écoles de foot dans le coin, on sait que généralement le gouvernement, comment dirais-je, n'ordonne pas, mais impulse le mouvement. Que fait le gouvernement par rapport à cela et où en est ce projet, ce fameux projet 2050 dont on nous a dit, on nous a promis surtout monts et merveilles? Alors, le projet 2050, il est quelque part. On ne sait pas où, peut-être au fin fond de la galaxie. Déjà, moi, je pense qu'il devrait se concentrer sur le projet 2023 parce que 2050, c'est vraiment très loin. Alors, je ne dis pas qu'ils ne vont pas pouvoir y arriver d'être champion du monde. À mon avis, il y a très très peu de chances, voire C'est encore zéro. jouable. D'ici 2050, c'est jouable. Ouais. Et confiance, sans salaire, sans rien, vous allez trouver des joueurs. T'inquiète. Alors, si tu savais, j'en parlerai après. Donc en fait là, en gros, si tu veux, on va dire qu'à court terme, c'est mort. L'objectif premier, c'est de réussir à pas se faire humilier en Coupe d'Asie là, à domicile l'année prochaine. Parce que quand même, tu vas recevoir ce qui se fait de mieux en Asie, mis à part la Corée du Sud. Donc du coup, en fait, le truc, c'est qu'il faut quand même que tu aies une équipe qui tient la route. Alors le problème qu'on a, là, c'est que c'est des équipes U35 qu'on a. Là, par rapport à la défaite, à la déroute face au Vietnam, tu avais sur le 23 joueurs du groupe, tu en avais 17 qui avaient plus de 30 ans et tu n'en avais que 2 qui avaient moins de 25 ans. Donc en gros, si tu te projettes pour la Coupe du Monde 2026 ou 2030, il faut carrément que tu vires tout le monde et que tu recommences à zéro avec les U20. Mais bon, apparemment, c'est pas trop la philosophie. Ensuite, il y avait aussi le projet des naturalisations. Bon, ça, à l'époque, on en avait parlé dans un podcast où j'avais dit que je voyais pas trop l'intérêt et que ça allait être plus du business de passeport qu'autre chose. Ça s'est matérialisé hein, quand tu vois que El Quezon, il a marqué 4 buts sur tous les éliminatoires et encore c'est des buts contre Guam ou les Philippines. Après, tu as Goulart, il est reparti à Santos. Donc, il est content, il a bien siphonné Guangzhou et Evergrande. Et du coup, tu as, comment il s'appelle, Lou Guofu, c'est Alan, t'as Alan aussi. Aloisio, Aloisio. qui lui a fait un scandale avant le match du Vietnam. Il n'est pas en clash avec la Fédé, mais publiquement sur Instagram, c'est top. Alan, lui, il risque de revenir en Super League, donc on va voir. Franchement, ça serait pas mal parce que c'est peut-être le seul joueur qui vaut le coup. Tu as Fernandinho,
Fernando, qu'ils appellent, qui lui aussi, il a été blessé, puis il devait revenir, puis arrivé à Amsterdam, il a dû repartir dans son pays, il a dû repartir au Brésil parce que sa famille avait des problèmes. Après, il y a un joueur péruvien, Roberto Siucho, je crois que c'est son nom, en fait, en chinois, c'est Xiao Tao Tao. Il était à l'Universitario au Pérou. Alors, si vous comptez sur des joueurs péruviens pour gagner la Coupe du Monde, vous êtes mal barrés, les gars. Ouais, mais tu fais avec ce que t'as, mec. Mais attends, lui, ils l'ont recruté, il n'a pas joué une seule minute avec le club qu'il a recruté, ils l'ont envoyé jouer en deuxième division dans un club qui a disparu l'année où il est arrivé, tu vois. Ensuite, il est reparti jouer en deuxième division. Il est revenu en deuxième division, enfin, il est resté en deuxième division dans un autre club qui était un peu mieux, c'était Kunshan FC. Mais lui, il n'était pas éligible à jouer avec l'équipe nationale. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt de l'avoir récupéré parce qu'en fait, il avait joué en match éliminatoire d'Amérique du Sud U19 ou U21, quelque chose comme ça. Ensuite, tu as eu Nicolas Yenaris. Lui, il est venu, mais le problème, c'est que il n'a pas le niveau pour être titulaire en Super League. Et du coup, il n'est pas franchement appelé en équipe nationale ou alors il fait banc de touche. Et le seul, c'est Browning, l'anglais, là, le chinois-anglais, qui est défenseur central, qui lui, c'est un monstre. Après, pour le futur, après 2023, franchement, je pense qu'il faut qu'il se concentre sur la Coupe du Monde 2030-2034, soit pour pouvoir développer les U20 et les amener, mais de façon à les faire jouer en championnat aussi, et qui joue aussi des compétitions qui soient de haut niveau, parce que là actuellement c'est les mecs qui rentrent, ils jouent un quart d'heure en Super League avec les règlements et puis c'est fini. Et justement par rapport aux politiques de jeunes, justement, on imagine que 2023, où on espère aller, j'espère qu'ils vont réouvrir un petit peu quand même, on va essayer d'y aller à cette Coupe d'Asie. Ma femme m'a dit peut-être début 2023, ils devraient peut-être assouplir les règles, on ne sait pas. T'inquiète pas, ils vont vite refermer les frontières quand ils vont prendre 3-0. Mais si on a réussi, si on a réussi à y aller, bon, après on essaiera de s'échapper, mais voilà, on verra. Mais nous on espère bien. Hello, ça fait partie de nos projets d'aller faire la Coupe d'Asie en Chine, mais bon, on va oublier le côté Coupe d'Asie. Tu évoquais les jeunes, on est quand même en train de dresser un tableau assez pessimiste du football chinois. On en profite aussi en parallèle pour, je sais qu'il y en a quelques-uns dans le chat, on avait bien souri quand on a entendu la fameuse soi-disant rumeur d'une offre de 20 millions d'euros pour Albert Ellis de Bordeaux, venu de Chine. Voilà, vous comprenez à quel point cette offre était juste soit un agent, soit de la communication, parce que très franchement, vous comprenez maintenant que ce n'est juste pas possible. Donc voilà. Mais on va s'intéresser aux jeunes. On a fait le tableau un petit peu pessimiste. Il y a quand même des axes de développement chez les jeunes, Seb ? En même temps, c'est pas complètement faux. Ils ont envoyé les U20. Mais là, ils vont envoyer cette année, ils vont envoyer les U20 parce que ça rentre en conflit avec le début, la date de début de proposée de la Super League, qui serait pour le 22 avril. Et le problème, c'est que tu peux pas envoyer l'équipe première. Et quand elle va revenir, elle va devoir taper 21 jours de quarantaine pour ensuite enchaîner avec le championnat. Et ça, la Chinese Football Association, elle a dit non. Concentrez-vous sur le championnat local et la Champions League, on verra plus tard. Mais bon, ça va coûter encore des places pour les années suivantes et on va finir comme l'Australie à avoir juste un playoff. En fait. Vous finirez peut-être en Océanie avec l'Australie, le rêve de Baptiste. Ouais. mais concrètement, parce que je me souviens déjà qu'à l'époque, de cette période dorée, c'était quand même là où le bas blessait un petit peu, côté Chine. Je me souviens avoir évoqué avec des gens qui étaient sur place les soucis de mise en place d'une pyramide de développement pour les jeunes. Il y a quelque chose quand même qui essaye de se bâtir. Là, les clubs, ils ont vraiment plus trop d'argent en fait. Pour donner un exemple, tu as le club de Hebei qui est dans la banlieue de Pékin, qui a décidé, sans prévenir personne, de fermer son centre de formation parce qu'il n'avait plus l'argent pour pouvoir payer qui que ce soit.
Donc je vais dire les élèves, les apprentis ont dû rentrer chez leurs parents et donc le club a gardé l'argent des parents. Là, tu as Evergrande, oui, c'est Evergrande encore, qui va développer un club en China League 2. Ils vont monter un club pour envoyer les jeunes de l'académie parce qu'il y a quand même du talent dans l'académie d'Evergrande. Sauf que Cette fameuse académie, en fait, je te coupe 2 secondes, c'est cette fameuse académie dont tout le monde avait parlé, qui est à la base une académie privée. Hein. Ouais, c'est ça. C'est la plus grande, entre guillemets, elle est au Guinness Book des records. C'est l'académie d'Evergrande, 250 millions d'euros, 2500 apprentis, 2500 jeunes avec plus de 50 terrains, des professionnels venant du Real Madrid, etc., etc. Bon, en attendant, il n'y a personne qui a été promu grand joueur et qui s'est imposé en championnat ou en équipe nationale. Donc, on attend toujours. Hein. Malheureusement, c'est ça. Mais par contre, il y a des joueurs qui ont le potentiel pour aller en équipe nationale. Sauf que ils sont barrés par les vieux qui font de la résistance. Et le problème, c'est que le système n'encourage pas à les intégrer, en fait. Du coup, là, tu as la Fédé qui s'est fait taper sur les doigts par au-dessus. La General Administration of Sports, qui est en fait en gros le ministère des Sports, et qui leur a dit on va commencer à changer les choses. Donc la CFA, vous allez juste gérer le quotidien et on va mettre en place quand même des jeunes, on va faire venir les jeunes et là ils vont mettre en place une politique de détection en fait pour essayer d'envoyer les joueurs à l'étranger, chose qui avait été faite il y a très longtemps, je crois que c'était en 2010 quelque chose comme ça, où ils envoient massivement des joueurs au Portugal, en Espagne, en Serbie, Croatie, tous les pays entre guillemets mineurs. Bon, il n'y a pas eu vraiment de retour sur investissement parce que on a eu l'exemple là, Dalian avait récupéré plein de joueurs qui jouaient à l'étranger, notamment au Portugal et en Espagne. Ils les ont récupérés et ils ont été relégués à la fin de la saison parce que les joueurs, ils vont là-bas, mais c'est souvent, 3/4 du temps, c'est le business qui est fait par les intermédiaires et tout ça. Ouais. C'est bien dommage. Donc là, ils vont mettre en place cette détection pour pouvoir faire un petit pool de 29 joueurs qui vont envoyer sous condition à l'étranger. C'est-à-dire que les conditions, il faut déjà que le joueur il soit au poste qui est susceptible d'être utilisé en équipe nationale. Il faut qu'il y ait du potentiel et il faut qu'il y ait un temps de jeu qui soit garanti parce que sinon, il n'y a aucun intérêt d'envoyer le joueur à l'étranger. Et donc, du coup, là, on en a un qui est parti. Le premier on espère, toute une série. Le joueur, il s'appelle Thiago Yang. Il vient de Shanghai. Et il a été envoyé à Zurich, alors au Grasshopper. Mais il n'y a pas de secret. Derrière le Grasshopper, il y a qui? Il y a Fosun, qui est le propriétaire chinois de Wolverhampton. Donc, du coup, il est arrivé, mais il a été prêté directement en deuxième division croate parce que il n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir évoluer en Super League suisse. C'est dire le niveau. Non, mais c'est surtout que ça va poser des problèmes. Il a 18 ans, il ne peut pas arriver en Super League comme ça. Mais ça va être vite un problème. C'est-à-dire que si tes gamins, tu les envoies à l'étranger pour qu'ils jouent dans les secondes, voire troisième division de petits championnats, tu vois ce que je veux dire par rapport au développement de tes footballeurs, bon, je suis pas sûr. Là, si tu veux, c'est compliqué, quoi. En Espagne, là, si tu regardes, moi, j'ai regardé, là, juste avant de venir, j'ai regardé la liste des joueurs qui jouent en Europe. Et tu as deux joueurs qui jouent dans une équipe première de première division, en fait. Tu as Wooley, en ce moment, il fait banquette depuis le début de la saison à l'Espagnol. Et tu as Lilley qui vient d'arriver au Grasshopper. Avant ça, c'est le joueur qui joue au plus haut niveau. Il est en deuxième division au Portugal, ou troisième division, ou quatrième division en Espagne. Enfin, pour le moment, c'est le niveau, en fait. C'est le niveau des joueurs. On espère que ça va augmenter. Après, on verra bien. En tout cas, après, voilà. La
toute dernière chose qu'ils ont faite par rapport au futur, c'est qu'ils ont enfin compris, même si ça existait déjà sous un format un petit peu bâtard, ils vont faire un championnat national des lycées un peu pompé sur ce qui se fait au Japon. Et qui Qui fonctionne sera bien. pas mal au moins. Ouais, voilà, qui fonctionne bien et où il n'y a pas trop de magouilles. Espérons ça. Ouais, bah écoute, voilà, donc voilà le portrait un petit peu. Bah, c'est l'état des lieux hein, du football chinois. On va pas inventer non plus ce qui n'existe pas, mais vous comprenez aussi hein, en écoutant tout cela que y a encore pas mal de fantasmes sur la Chine qui serait bon d'oublier un petit peu. L'époque dorée du football chinois est bien derrière nous, vraiment. Donc dès que vous entendez des choses un peu étranges sur la Chine, sur le développement, sur des sommes folles, bah vous pouvez tout de suite vous dire que c'est pas tout à fait ça. Baptiste veut toujours récupérer son ACL 2013. Tu ne la récupéreras pas, Baptiste. Tu ne la récupéreras pas. D'ailleurs, si Par contre, si je peux juste faire un dernier pour point conclure. sur un truc. Ouais, pour conclure, en fait, on parlait de l'argent, le salaire, tout ça. Juste pour mettre en perspective la chose, c'est que Guangzhou FC viennent de mettre en place une grille de salaire, puisqu'ils n'ont plus beaucoup d'argent. En gros, le salaire de base, c'est 8 400 € par saison, avant taxe, avec un plafond maximum pour 3 joueurs qui monterait jusqu'à 84 000 €. En comparaison, en 2018, le salaire de Paulinho, c'était 15 millions d'euros. Ça veut dire que la baisse du salaire le plus haut, ça baisse de 88%. Ça te laisse imaginer, le plus gros club de Chine depuis 10 ans n'a plus les moyens de payer un joueur plus de 84 000 € par an avant taxe. Là où il payait 15 millions il y a 3 ans. Ouais, et ben voilà. Là, vous pouvez mesurer. Ouais, Baptiste. Je ne dirai rien. Je note, je prends des notes et je rigolerai peut-être dans 1 ou 2 ans quand certains reviendront en Corée la queue entre les jambes. Ouais, ben non, mais c'est ça. Mais voilà. Mais après, c'est pareil, tu vois. C'est-à-dire qu'on va conclure là-dessus. Mais c'est aussi, attention, les joueurs, attention à ceux qui essayent de leur vendre du rêve en Chine. Il n'y a pas grand-chose pour l'instant pour rêver, et notamment en termes de salaire. Voilà. Donc, tel est le portrait, tel est l'état du football chinois en ce moment. Merci Seb hein, d'avoir passé ce temps avec nous pour nous justement faire cet état des lieux du football chinois. Il est bien triste, mais c'est ainsi que... De rien, j'aurais préféré amener de meilleures nouvelles. Bon, actuellement, c'est le flou artistique. Ouais, exactement. Ça nous va bien, nous. Ça va bien aux Coréens, ça va bien au reste de la zone, parce que c'est vrai que... après, c'est vrai que... Voilà, ça faisait peur, hein, on va pas... Exactement. Je vais pas un débat, mais ça faisait peur. Exactement. Et je pense que beaucoup en Corée ont eu peur quand la Chine a commencé à acheter beaucoup de joueurs avec beaucoup d'argent. Exactement. Et bien voilà, on va en rester là pour la Chine. On va passer à la suite, on va passer aux joueurs de la semaine. Alors, on a parlé de la Chine, donc on va monter d'un petit échelon en Asie en allant un peu plus à l'Est. On n'est pas encore au meilleur, hein, ça arrivera après. Puisqu'on va retourner au Japon avec notre ami Gaël pour parler d'un ancien joueur qui évoluait en Europe, qui est encore jeune, hein, puisqu'il n'a que 25 ans, et on en a parlé en début d'émission, parce que c'est Yuma Suzuki du Kashima Antlers et qui est revenu cette saison en J-League. Que peux-tu nous dire sur lui, Gaël ? J'aimerais bien déjà que tu aies un petit peu plus de chaleur dans ta voix lorsque tu présentes ce genre de joueur. Parce que pour moi, je l'aime beaucoup. D'accord. Je l'aime beaucoup. Je le considérais comme le futur grand numéro 9 du Japon. Et je trouve ça dommage qu'il ne soit pas titulaire en sélection nationale. C'est vrai que ça, c'est une chose aussi qui m'embête un petit peu, c'est que c'est quelqu'un qui n'a jamais été sélectionné en équipe du Japon. Hein. Bon, il a fait partie de l'équipe U23 de J3, en fait la troisième division japonaise qui avait été montée en 2014. Hein. Ils étaient un peu en manque de club à l'époque, il me semble, et du coup, ils ont décidé de monter une petite équipe nationale de U23. Et Suzuki, il a fait partie de cette équipe-là, alors qu'il était joueur du Kashima Antlers, et puis il vient du coup c'est son club. Hein. Il est parti, voilà. Donc aujourd'hui, on revient au départ. Donc voilà, Yuma Suzuki, en fait, c'est un peu le gros coup de l'intersaison hein, en termes durant ce mercato, parce que c'est un joueur qui jouait à Saint-Tron dans Jupiler Pro League, qui avait de très bons résultats là-bas, et
on se pose la question comment Antlers a réussi à récupérer son joyau, hein, parce que voilà, donc Je vais te le dire pourquoi ils l'ont récupéré. C'est qu'en fait, Saint-Tron, eux, leur seul objectif, c'est de se faire de l'argent sur les joueurs, de joueurs asiatiques notamment. Et arrivé 25 ans, je pense qu'ils n'ont eu aucune offre venant de certains clubs en Europe. Et je pense qu'ils l'ont renvoyé tout simplement de là d'où il vient, parce qu'ils veulent se faire du bif avec d'autres, hein. Je pense que ça doit être ça, hein. Ouais, bon, après, apparemment, le garçon, Yuma Suzuki, il avait quand même des touches cet été en Allemagne, à Schalke, bon, voilà, Schalke qui était en Bundesliga 2. Et puis, il avait aussi des touches apparemment avec Anderlecht et puis le Club Bruges, hein, donc c'est quand Ouais, même mais des clubs je pense qui pas que ce sont. soit les clubs qui vont leur mettre beaucoup d'argent. Bah, je peux Ah, pas te Bruges, dire. Bruges, ça peut. Ouais, mais Ouais. je pense qu'ils visaient vraiment autre chose. Je pense que Saint-Tron est vraiment dans l'objectif de se faire un business assez Ouais, fructueux ouais. sur les joueurs asiatiques, parce que quand on voit le nombre de joueurs asiatiques qui passent par ce club-là, bon après le propriétaire est japonais, donc c'est logique, mais Ouais, c'est ce qu'il faut dire. Ouais. Ouais. voilà, Bon, après, ce club-là, c'est vraiment du merchandising de joueurs, quoi. bon, ils en ont vendu pour 2 millions quand même de Yuma Suzuki. Donc, bon, 2 millions, c'est sûr que ça ne fait pas des masses. Mais bon, voilà, c'est un trône. En tout cas, voilà, comme tu l'as dit, c'est un joueur où il y a beaucoup de joueurs japonais qui passent. Ben là, aujourd'hui, Et il y a 6 joueurs japonais dans c'est l'effectif. ça. Et il y avait un Coréen l'année dernière qui est revenu lui aussi en Corée. Ils étaient 7, ils pouvaient aller jusqu'à 7. Enfin voilà, c'est pour dire un peu l'objectif de Saint-Tron, quoi. Ouais, et encore, tu peux ajouter qu'il y en a un qui est en prêt actuellement en 3e division allemande, hein, Tetsuya Ito, il s'est fait prêter l'intersaison, hein. Bon, enfin bref, du coup, bon, on peut parler un peu de Saint-Tron, hein, si tu Oui, veux. non, mais revenons sur Yuma Suzuki. Je notais. Après, ouais, bon, à Saint-Tron, voilà, pour fermer la boucle, on peut dire qu'il y a quand même Kamada Daichi qui est à Francfort aujourd'hui et Takehiro Tomiyasu qui est défenseur central d'Arsenal Titu, qui sont 2 piliers de la sélection japonaise qui sont passés quand même par là-bas. Et juste pour faire un petit parallèle, Saint-Tron, ça me fait un peu penser à l'époque du VVV Venlo, où il y avait Maya Yoshida notamment qui était passé par là, et puis il y avait Keisuke Honda et Yuki Otsu aussi, qui était un joueur qui n'a pas autant percé que les 2 autres compères, mais c'est marrant, ouais. Il y a un petit parallèle, mais voilà, faut dire quand même que Saint-Tron, il y a un propriétaire qui est japonais qui est derrière tout ça, et puis oui, bon, l'aspect financier, même si les joueurs qui ramènent ne sont pas non plus formidables, il y a une dimension financière qui peut être importante, quoi. Mais bon, le Yuma Suzuki, en tout cas, il arrive de Belgique, hein, donc c'est un pur produit du Kashima Antlers. Avant qu'il arrive en Belgique, le garçon, il avait quand même de belles stats, hein. Il avait joué 151 matchs, 45 buts, 24 passes D. Il est arrivé avec ce bagage en Belgique en 2019. Il a eu le temps de claquer. Alors, je vais des petites notes. Ouais, il a claqué 26 buts, 71 matchs en 2 ans et demi. Bon, il faut savoir quand même que c'est surtout l'année dernière qu'il a eu. Il a fait péter les stats, hein. Il a mis 17 buts en 34 matchs, rien que pour le championnat. Bon, en début d'année, les 4 mois qu'il a passé en Belgique, il n'a pas été très performant. Il faut dire qu'il a raté quelques matchs. Il a raté 6 matchs au début de saison. Il s'est blessé entre-temps. Donc au final, bon, il a fait 11 matchs pour 2 buts de passe D. Voilà, donc il revient au Japon. Tout le monde l'attend au tournant, hein, parce que voilà, gros transfert, grosse cote. Et puis voilà, premier match, premier but, hein, petit but de raccro. Bon, c'est un renard des surfaces un petit peu, le garçon quand même, hein. C'est un joueur qui aime bien tourner autour d'un buteur. Il joue sur tous les fronts, à droite, à gauche, au centre. Il aime bien centrer, faire des passes D. C'est un renard. Mais on l'aime pour ça, mais aussi il a ses petits travers, hein. Je crois que il faut le souligner que le monsieur, pendant le match de Gamba Osaka, il a été très malin. Je pense qu'il a été bien élevé en Europe pour ça. Voilà, il a provoqué un carton rouge du pauvre Brésilien Patrick, hein, l'avant-centre du Gamba Osaka. De fort belle manière, hein. Il faut dire que bon, là, les Antlers c'était en phase offensive, une passe pourrie de je sais pas qui, la défense de Gamba repousse. Et puis le Patrick qui arrive, qui prend la balle au milieu de terrain,
Voilà, le jeune Yuma Suzuki arrive, il lui met un taquet. Bon, le Suzuki il est par terre, le Patrick il essaie de ne pas tomber par terre, il se focalise sur la balle et hop, voilà, qu'est-ce qui se passe? Le petit Suzuki, il agrippe la jambe de Patrick. Hein. Bon, faut savoir que Patrick, bon, si on aime bien les barbecues brésiliens, il régale avec sa cuisse une table de 6, quoi. Et voilà, quoi. Donc, c'est difficile de l'accrocher, le garçon, quand même. Et puis, voilà, qu'est-ce qu'il fait, le Patrick? Et hop, il repousse le petit Suzuki qui se roule par terre dans tous les sens. Ah, il lui a... voilà. On peut le Il dire. s'est fait poignarder. Ouais, et on peut le dire pour que les gens voient. Il lui fait une Rivaldo, hein, concrètement. Il lui fait une Rivaldo face à la Turquie. Il se roule par terre comme s'il s'était fait exploser, quoi. Donc voilà, moi j'en attendais beaucoup du Suzuki. Hein. En tout cas, il a fait un super match, faut l'avouer. Il a provoqué ce carton rouge, pardon, de façon assez outrageuse, ce qui ternit un petit peu plus son image. Hein. Bon, après, voilà. Donc le Patrick, il va prendre son match de suspension. Le Suzuki, rien du tout. Hein. Mais ce qui est dingue, c'est qu'en plus, il y a le VAR au Japon. Et... Ouais, après, voilà. La commission a tranché. La commission d'arbitrage a tranché. VAR, hein, voilà, juste dire il y a le VAR, je pense que ça dit tout. Quand on voit l'action et qu'on sait qu'il y a le VAR, c'est incompréhensible. C'est clair. Ouais. C'est clair. Il y a eu cette intention de se dépatouiller d'un joueur japonais. Voilà, c'est un gaijin. Voilà, moi, je pense que c'est du racisme. Patrick, c'est plus un gaijin, Patrick. Il est connu, le Patrick. Non, c'est plus un gaijin, c'est vrai, il a passé quand même pas mal de saisons, enfin il passe toujours quelques saisons, et encore des saisons devant lui sans doute, au Japon, mais ouais, il est connu, mais c'est pas quelqu'un de violent en plus. En tout cas, Yuma Suzuki, c'est un joueur qui est plaisant à voir, et puis je vous recommande de regarder les matchs d'Antlers, parce que voilà, déjà il y a notre Yuma qui est là, et puis il y a une attaque de feu. Et puis il y a le meilleur gardien du Japon. Ça y est, il revient là-dessus. Oki, tu veux dire le petit jeune Oki, ouais. En plus, un gardien qui adore normalement Monsieur Kugo ici présent, puisqu'il était capitaine de Jeanne Book en 2016. Mais bon, faut pas le dire. On n'a pas le droit de dire ces choses-là, monsieur. Je suis supporter de personne. Non, mais bon, voilà. En tout cas, pour revenir à Yuma Suzuki, c'est donc, voilà, ça va être l'un des joueurs à suivre cette saison. Il a bien démarré dans tous les sens du terme. Il va nous mettre le spectacle en J-League, quoi. Ah, ça c'est clair. Voilà. Après, voilà, juste pour en terminer, je pense qu'en fait Suzuki il est arrivé aussi parce que Ueda, l'avancante d'Antlers, il va sans doute partir. On pense qu'il partira d'ici cet été. Araki aussi, on pense qu'il va partir. Donc il y a un Brésilien aussi qui est là, Everaldo, qui a fait une saison un peu pourrie l'année dernière, mais qui est arrivé il y a deux saisons de ça et qui avait claqué 18 buts à sa première saison. Donc bon, à voir ce qui se passe à Antlers, quoi. Cet été, je pense que ça va bouger. Et Suzuki sera là pour calmer tout le monde, je pense. Exactement. Écoute, on suivra ça. Et puis voilà, je vous encourage, hein, comme l'a dit Gaël, à suivre Kashima, à suivre Yuma Suzuki, à suivre la J-League aussi, hein, accessoirement. On va enchaîner. On va passer tout de suite à la suite au maillot de la semaine. Et pour le maillot, Baptiste, on va venir chez toi, je crois. Et oui, parce que maintenant qu'on a fait la Chine, le Japon, il reste le meilleur, la Corée du Sud. Alors, on ne va pas parler du plus bel aspect de la Corée du Sud. Alors ça, c'est un avis personnel, parce que le maillot, moi, personnellement, je n'aime pas du tout. Je préférais celui de 2018, mais voilà, les goûts et les couleurs. Mais il faut avouer que le maillot 2020 de la Corée du Sud est quand même très recherché chez Nike. On a souvent reproché à Nike de faire des copier-coller de maillots, et notamment... voilà, les Français, les Anglais, etc. C'était toujours la même chose, juste on change de couleur. La Corée y est passée avec son maillot rouge pour la Coupe du Monde. Et cette année, 2020, Nike a quand même fait un énorme travail de recherche pour faire un design qui soit vraiment propre à la Corée du Sud. Parce que, alors, comme ils avaient fait avec le Nigeria, ils l'ont fait avec la Corée du Sud, a vraiment trouvé une identité. Et le maillot de domicile, notamment, qui est donc celui qui est en rose et qui termine sur du rouge, le rouge étant la couleur de la fédération sud-coréenne. Donc, voilà, le rouge que vous voyez à partir de mi-ventre, ensuite short et ensuite chaussettes. Le haut étant en rose parce que voilà, c'est une vague, et cette vague est censée représenter la vague
Hallyu, donc la vague coréenne qui déferle sur le monde. Donc tout le monde aujourd'hui, je pense, sait de quoi je parle. C'est toute cette vague Non. de culturelle et artistique sud-coréenne. Donc vous avez la K-pop, BTS, dont Monsieur Kougou a été à un concert. Il faut le dire, je tiens à le préciser Mais ici. il Mais bon, plein de il commentaires. l'assume parfaitement. Il est allé voir BTS en concert et voilà, il assume totalement. Donc voilà, donc la K-pop, les dramas, les webtoons, etc. Donc la vague Hallyu, et vous voyez que le maillot là n'est pas froissé, ça fait vraiment l'impression d'une vague. Et dans cette vague, si on regarde de vraiment plus près, vous avez les trigrammes du drapeau coréen, donc le Taegukgi, d'où on appelle les guerriers Taeguk, parce que Taegukgi, avec le cercle au milieu, donc rouge et bleu, qui est en fait la balance dans l'univers. Voilà, donc vous le voyez ici. Et en fait, ces trigrammes, en fait, vous les retrouvez sur le maillot. Celui qui est en haut à gauche, c'est Hanul, ça veut dire air. Celui qui est en bas à gauche, c'est boule, c'est le feu. Celui qui est en haut à droite, c'est moule, c'est l'eau. Et celui qui est en bas à droite, c'est tang, c'est la terre. Donc, vous avez cette signification-là, qui est aussi là aussi la balance un petit peu du monde, mais il y a aussi plein d'autres significations, nord, sud, est, ouest, voilà, les points cardinaux. Aussi la famille, le père, la mère, le fils, la fille, voilà. Donc, toute la signification du drapeau coréen se retrouve dans ce maillot domicile. Donc, c'est vraiment un gros travail parce que moi, à première vue, je me suis dit: «Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ces symboles? C'est vraiment pas très beau», et en fait, voilà, on Ouais, trouve la signification. parce que franchement, maintenant que tu le dis, je les vois, mais il faut les voir, hein. Mais il faut les voir et il faut se concentrer parce que Ouais. moi, je les ai cherchés longtemps d'avoir les 4 parce qu'il y en a certains qui sont quand même très faciles à trouver, mais de trouver les 4, il faut y passer du temps. Et là, je vais pas vous montrer où ils sont, mais voilà, concentrez-vous, vous regardez, vous les trouverez au bout d'un moment, et il y en a certains qui sont pas simples à trouver, mais ils y sont bien, tous les 4. Et par contre, le maillot extérieur, là, c'est aussi encore avec l'histoire de la Corée. C'est pas un maillot blanc juste avec des traits noirs. Le symbole de la Corée, c'est le tigre de Sibérie, que vous retrouvez aussi sur le blason de la fédération, alors qu'il était plus beau avant. Bon, bah, ils ont changé, ils ont fait un truc un peu plus épuré, c'était la mode. Bref, c'est toujours le tigre qui est le symbole de la Corée, qui est un animal gardien de la mythologie coréenne, qui est aussi intégré dans l'histoire de la fondation de la Corée, parce qu'il aurait participé avec voilà, un ours, et la Corée aurait été voir le dieu du ciel. Ensuite, ils étaient mis à l'épreuve, le tigre a abandonné, l'ours a continué, a été transformé en femme, il a donné naissance au fondateur de la Corée du Sud. Donc voilà un petit peu quelle est la place du tigre. Et le tigre est censé représenter le pouvoir, le courage, la puissance, voilà. Tout ce genre de choses dans la mythologie coréenne qui est représenté en fait sur ce maillot extérieur qui est blanc avec des rayures du tigre qui est la couleur blanche du tigre du blason de la fédération. Voilà un petit peu l'histoire de ces deux maillots qui sont, alors après on aime ou on n'aime pas, mais qui ont en fait derrière eux un grand, qui amène en fait avec eux toute l'histoire de la Corée du Sud, mythologique, la vague Hallyu qui est la vague depuis les années 90 qui permet à la Corée aujourd'hui d'être reconnue et de se développer, puisqu'il y a tout un business autour de ça, toute une économie, tourisme, industriel, parce que bien sûr, on aime la Corée du Sud, ben on va aller chez Samsung. Voilà, c'est complètement débile, mais c'est des connexions qui se font tout de suite. Voilà, donc ces maillots-là, c'est l'histoire en fait de la Corée du Sud. Malheureusement, ils n'iront sans doute pas à la Coupe du Monde parce que je pense que Nike feront d'autres maillots. Ouais, mais ils vont Mais peut-être ils ont poursuivre. mérité. Tu disais qu'ils ont fait avec la Corée, avec la Corée du Sud, ce qu'ils font avec le Nigeria, ce qui est vrai. Et les maillots nigérians font toujours beaucoup parler, mais ils ont quand même, voilà, cette forte identification. Maintenant, on sait que ce sont les maillots nigérians et pas que pour les couleurs. La Corée du Sud, tu peux tout à fait aussi imaginer qu'ils continuent dans cette vague-là, surtout si les maillots réussissent. Tu vois, Nicrosport dans le chat nous dit qu'il le trouve magnifique. Pour avoir discuté avec quelqu'un qui a eu le maillot d'un joueur qu'on aime beaucoup, qui joue en France, entre les mains, moi je t'avoue, c'est pareil, à la télé, je suis pas un grand fan du maillot coréen, je le trouve pas ouf, mais il paraît qu'en vrai, une fois qu'on l'a dans les mains, il est assez exceptionnel. Donc voilà. C'est un peu tout ce que tout le monde dit. C'est vrai que quand on le voit vraiment à la télé ou même en photo, enfin moi personnellement, il me donne pas envie. Moi, j'ai celui de 2018, l'extérieur, que je trouve magnifique parce qu'on a la péninsule coréenne sur le torse qui est en mode comme des griffures de tigre. Moi, je trouve ça magnifique. En plus, ils ont fait quelque chose qui est magnifique. Ils ont mis du bleu en haut et du rouge en bas. Voilà. Alors, ok, on en pense qu'on veut, mais avoir le bleu
en haut pour la Corée du Nord, le rouge en bas pour la Corée du Sud, moi je trouve que c'est superbe. Après, est-ce que c'est volontaire ou pas? Voilà. Mais je trouve que eux là, au rendu quand on les voit, c'est vrai qu'ils font pas très beau. Là, on dirait plus un zèbre qu'un tigre. Bah, c'est exactement ce que dit Nicrosport dans le chat. Hein. Il parle du zébré, tu vois. Ça fait plus zèbre que tigre. La vague, ouais, je la trouve pas très jolie. En plus, ça fait maillot rose un peu flashy, un peu tous les maillots qu'on critique de 3e maillot de Ligue des Champions. Derrière, il y a une histoire, il y a une explication qui fait que c'est des maillots qui vont être uniques et les Coréens l'adorent. Les joueurs l'adorent, les Coréens l'adorent. Voilà, c'est vraiment un maillot qui est fait pour eux et c'est pas un ersatz de maillot qu'on duplique. C'est vraiment un maillot qui a été fait pour eux. Et ben voilà, donc vous avez l'histoire de ce maillot coréen et voilà, pour le coup. Ouais, Onizuka nous dit que le maillot du Nigeria est magnifique. Moi, je t'avoue, j'ai du mal, mais effectivement, je sais qu'il adore, que beaucoup de gens le trouvent beau. Voilà, pareil avec ce maillot coréen qui divise un petit peu. 3 millions de précommandes au lancement du maillot nigérian. Ça a été ouais, un succès. Ouais, mais c'est ça. Ce sont des maillots qui. Mais tu vois, c'est aussi un signal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu arrêtes de faire des templates que tu déclines en différentes couleurs, bah ça marche. C'est étonnant, mais ça marche. Bah, oui. C'est étonnant. Et le maillot de la Corée du Sud 2018, qui était unique avec cette sorte de péninsule coréenne, a plus fonctionné que le maillot rouge, qui était le maillot classique qu'on retrouvait chez toutes les sélections. Et cela fonctionne énormément. Exactement. Bah écoute, on verra pour et en dehors de la Corée en plus. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui veulent l'acheter juste parce qu'ils sont uniques et qu'ils ont une histoire. On les connaît. Et ils ont une histoire en plus. Donc, tant mieux qu'ils continuent comme ça et qu'on ait ça pour tous les pays. Exactement. Et ben voilà, vous avez donc cette histoire du maillot coréen et vous voyez que c'est pas juste un maillot fait un petit peu par hasard et ça fait plaisir. On aura l'occasion de parler, les templates c'est un cancer, Romain, je suis d'accord. On aura l'occasion de parler de maillot, on parlera de la camiseta, un de ces quatre, donc là on en est loin pour l'instant. Mais voilà, on va donc enchaîner, avec les Golasso Hello, hein. Vous avez l'habitude de ce rendez-vous. Et on va commencer, évidemment, avec les résultats de la semaine dernière. Résultat du vote qui, y a pas eu de suspense. Hein, c'était pas très résultat d'une démocratie cette histoire, puisque André-Pierre Gignac a été votre but de la semaine dernière, près de 58% des votes. Voilà, il va rejoindre Talisca. En même temps. Dès qu'on mettait Gignac, c'était pratiquement sûr. Hein. Ouais, et puis le but, voilà. Il est beau en plus. Exactement, le but est magnifique, donc bon, voilà, on va pas non plus. Mais il y a le même cette semaine, on va voir si. Eh ben écoute, voilà, on va voir la sélection de la semaine, le Golasso Hello. Vous avez la frappe le lob de 50 mètres, la praline de 30 mètres, le Wookie. Ou alors le coup du scorpion venu d'Australie, rien que pour faire plaisir à Baptiste. Vous connaissez la procédure pour les votes. Franchement, j'aurais dû mettre mon maillot du Fagano Kayama juste pour soutenir Thiago, parce que je l'ai et j'aurais dû le mettre et je n'y ai pas pensé. Soutenir juste parce que c'est le club que je soutiens au Japon, donc j'aurais dû le mettre. Et ben voilà, donc vous avez le choix entre ces 4 buts-là pour voter. Vous connaissez la procédure. Le niveau est assez relevé cette semaine, Nicrosport, je suis d'accord. Vous avez donc ce choix, vous allez avoir une semaine pour voter. Ça se passe sur le compte Twitter de Lucarno Posé. Vous avez tous les liens vers les réseaux sociaux qui sont juste au-dessus de ma tête, qui s'affichent. On va, à la fin de cette émission, lancer la procédure pour voter. Vous aurez une semaine, vous pourrez revoir aussi individuellement chacun de ces buts. Et la semaine prochaine, on aura donc le 3e vainqueur de ce numéro 3 des Golasso Hello. N'hésitez pas non plus à utiliser le hashtag Golasso Hello pour nous en proposer si vous voulez. Voilà, une semaine pour voter. Réponse la semaine prochaine qui rejoindra Talisca et André-Pierre Gignac. Ensuite, il en faudra un 4e et on vous invitera à voter pour le Golasso du mois. On va passer à la toute dernière rubrique de cette émission. On arrive au bout, on est un peu long cette semaine. On a dépassé par rapport à la semaine dernière. On va passer donc au rendez-vous de la semaine. Alors, les rendez-vous de la semaine, écoute, ce que je te propose, Baptiste, c'est que je vais démarrer moi avec l'âme sud et ensuite je vous lance sur l'Asie. On a un gros week-end au Brésil et en Allemagne et en Argentine. Au Brésil, les championnats d'État. Samedi, il y a 2 matchs qui vont se suivre assez fous. Fluminense Vasco d'un côté et le Grenal de l'autre côté, International Grêmio. 21h pour le premier, 23h pour le deuxième. Donc voilà, si vous voulez passer un samedi sympathique, vous pouvez y aller. Et une fois que vous êtes sorti de votre folie brésilienne, vous pouvez plonger en Argentine tranquillement, puisque dans la nuit de samedi à dimanche, à 1h30 du matin, Independiente Boca. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus par rapport à cela.
Vous êtes installé tranquillement sur votre samedi, sur votre nuit du samedi. Vous vous reposez quelques heures et vous avez un Corinthians Red Bull Bragantino dimanche après-midi, s'il me semble, vers 15h. Il me semble avoir vu passer ça. Et vous pouvez terminer votre week-end. On a parlé Independiente Boca. Quels sont les rivaux? Racing River. River Racing, 23h au Monumental. Le paillasson de Cachardo qui va se rendre au Monumental. Le Racing, on va faire la bise à Rodolphe s'il nous écoute ou s'il est amené à nous écouter. Autre rendez-vous cette semaine, on n'oublie pas Libertadores cette semaine avec c'est le deuxième tour et il y a de gros chocs. Il y a vraiment de gros chocs. On va encore parler de Fluminense puisqu'il y a un Fluminense Millonarios et il y a un Barcelona Universitario. Ça c'est pour Romain parce que ces Péruviens vont jouer contre Barcelona qui a un peu galéré quand même face à Montevideo Torque City. Et enfin, il y a un match de deuxième tour, un tour préliminaire de la Libertadores. Donc, 5 Libertadores sur le terrain, Olimpia contre Atlético Nacional. C'est aussi cela quand vous avez 9 Brésiliens qui participent à la phase finale. À la phase de groupe, les grands d'autrefois n'ont plus accès à celle-ci. Ils vont devoir s'éliminer avant la phase de groupe. Dernier point, il y aura aussi les 8e de finale au retour de la Conca Champions. On en parlera bientôt en Amérique du Nord. On aura l'occasion de faire quelques... quelques comptes rendus là-dessus et de parler de la Conca Champions. Voilà pour l'Amérique du Sud, brièvement. Messieurs, brièvement, peut-être commencer par Gaël, tu concluras. Baptiste, Gaël, Japon, qu'est-ce que tu nous conseilles à suivre cette semaine? Cette semaine, je vous conseille pas de suivre la coupe les vins parce que c'est vraiment une coupe en bois. Merci. L'objectif, c'est de vendre. Non, mais si, en fait, la coupe les vins, c'est une coupe qui ne sert pas à grand-chose à part faire jouer peut-être le banc et les jeunes. Mais en tout cas, elle va débuter en semaine, là, mercredi. Et puis, sinon, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a les clubs de la Asian Champions League qui vont jouer aussi en milieu de semaine. Donc, on a un Yokohama F Marinos contre Kawasaki Frontale et puis les Reds qui accueillent Vissel Kobe. Et donc samedi, deuxième journée, il y aura notamment un Antlers Frontale aussi qui risque d'être sportif. Et ben voilà pour le Japon et on va conclure donc tranquillement nos petits rendez-vous. On a fait on était beaucoup en Asie dans cette émission. Baptiste, Corée du Sud, quel programme ce week-end tu nous conseilles quoi? Alors, je conseille 2 matchs qui ont lieu très tôt, samedi matin, malheureusement, à 6h. Faudra être motivé, moi je le serai. Ce sont 2 derbys. Le derby de Suwon entre les Blue Wings et le Suwon FC. Le derby donc, entre le club du conglomérat Samsung face au club de la ville, Suwon FC. Donc, l'occasion de voir un petit peu la petite rivalité qui commence bien à naître parce que Suwon vient d'arriver en K-League, c'est que sa 3e saison, on ne va pas l'oublier. Donc, les rendez-vous ont été très, très peu nombreux entre ces 2 clubs. Donc, voilà, une petite rivalité qui commence à se créer. Et l'autre derby, le Gyeonggi Derby, qui est entre Incheon et Seoul, puisque 2 villes vraiment très proches. Le corridor de Gyeonggi, c'est connu, ça a une ligne de métro, etc. Donc, des voisins qui vont s'affronter et on sait que ce match-là est assez houleux, notamment ces dernières années et notamment en 2020 qui s'était terminé avec un bon petit carton rouge lors du dernier match pour Yang Hanbin parce qu'il avait complètement pété une durite, voilà, tout simplement. Donc, 2 matchs à suivre à 6h samedi et qui vous lanceront très bien ensuite pour le soir, vous ne serez pas fatigué. Exactement. Tu fais un petit peu la sieste en début de match, une petite sieste en début d'après-midi et puis voilà, tu repars tranquille. Je crois que le Japon joue jusqu'à midi, non? Pas encore. On est trop tôt. Il fait encore trop froid. Donc oui, vous pouvez faire une petite sieste après et puis ensuite enchaîner sur l'Argentine. Et le Brésil, exactement. Et ben voilà, messieurs et mesdames, je ne sais pas s'il y avait des dames, je ne suis pas sûr dans le chat, mais on ne sait jamais, voilà, manifestez-vous. On va en rester là pour cette émission, pour ce 3e numéro du 9-10. On a été un peu plus long que d'habitude, mais c'est pas grave, on va y arriver. À tenir nos timings, on va y arriver un jour, on verra. On va vous remercier. Ouais, on va l'appeler le 9-11, je pense. On va changer. Ouais, mais c'est piégeux, voilà. Bref, voilà, merci messieurs d'avoir été avec moi. Je crois que oui, Gaël est encore là, Baptiste, merci les gars. Merci à toi. Ouais, c'était cool. Et à la semaine prochaine pour ceux qui seront là. Exactement. À la semaine prochaine. Merci à tous ceux qui étaient dans le chat. La semaine prochaine, normalement, il n'y a pas d'effet à l'eau, parce que normalement ça va. Sauf catastrophe, on aura quelqu'un avec nous, on aura un invité, un joueur, on n'en dit pas plus.
on aura un joueur qui est passé par la planète Hello au rendez-vous lundi prochain. Voilà, rendez-vous 21h, vous commencez à en avoir l'habitude, ça sera le 4e numéro. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, à venir nous voir sur notre Discord, vous nous verrez nous, et vous verrez aussi la communauté Hello. Non, ce ne sera pas Raymond Domenech, Max, là. On attend qu'il s'installe en Afrique, et là, on le fera venir. Voilà, on vous donne rendez-vous lundi prochain, je vous le disais, n'hésitez pas à nous suivre, venez sur notre Discord, venez discuter avec nous, et avec la communauté Lucarne Opposée. Et si vous voulez nous soutenir, hein, je vous le rappelle, il y a toujours les mêmes choses. Le magazine qui est là, on est au 17, mais le 18 va pas tarder. Il est en relecture, si vous voulez tout savoir. On est un peu à la bourre. Enfin, je suis à la bourre, il faut le dire. Hein. Pour une fois que les gens... Voilà, Baptiste acquiesce. Pour une fois que les gens étaient presque dans les temps, j'étais à la bourre, voilà, parce qu'il y a aussi l'autre partie, hein, la partie édition. Vous connaissez Garincha. Vous connaissez Bielsa, eh ben vous connaîtrez peut-être cette version-là, le Primera Bola qui est sorti cette semaine. C'est aussi pour ça que je suis un petit peu à la bourre. Et bientôt Domenech. N'hésitez pas, venez nous soutenir, suivez-nous, et puis on va vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Et on va vous souhaiter surtout une bonne semaine. À bientôt, tout le monde.